Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien d'actu sur 8 Mont-Blanc, accès direct, la seule émission en direct à la fois sur les réseaux sociaux, sur votre télé avec le JT bien sûr. Et ce soir au programme, on a un sommaire chargé puisque on va prendre une grande inspiration et partir au cœur du parc national de la Vanoise avec Bernard Delay, le nouveau président du conseil scientifique donc du parc national de la Vanoise. Nous parlerons ensuite aide au logement grâce à Armelle Véju, directrice des territoriales de Action Logement. Et en fin d'émission, enfin oui, qui dit soleil d'été, dit saison des mariages. Clara Burgère, jeune entrepreneuse, a lancé son entreprise pour vous aider à réaliser le plus beau jour de votre vie. On en reparle dans quelques minutes. Mais d'abord, vous connaissez le principe, on commence avec les titres et ce soir, c'est Seb qui s'y colle. Salut Manu. Ça va Seb? Ça va parfaitement. Et avec toi ce soir, on va parler donc d'un verdict qui ne fait pas contentement général. Voilà, un verdict, on en avait beaucoup parlé. On se rappelle, je rappelle les faits, 17 septembre dernier, un chasseur suisse abat 4 ânes lors d'une partie de chasse à Harit dans les Bauges. Le verdict donc, de ce procès qui a eu lieu il y a un mois a été rendu et c'est un verdict qui n'a pas satisfait la plaignante et son avocate. On les écoutera dans le JT. Et puis ensuite, on va repartir un vieux reportage mais qui est plus que jamais d'actualité. Oui, et toi Manu, notre spécialiste montagne, peut-être est-ce que tu connais le Google Tracker? C'est en tout cas c'est la communauté de communes du pays du Mont-Blanc et Google qui se sont associés pour capturer numériquement des sentiers de randonnée et comme ça peut donner un aperçu aux randonneurs de ce qui va se passer dans les chemins. C'est entré en fonction, en tout cas c'est un reportage de Guillaume Lesquer qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Hâte de voir ça, je ne connaissais pas mais j'ai hâte de voir le reportage pour en comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants. Puis puisque pendant que tu es là, c'est pas français, c'est pas grave, on commence avec la revue de presse et toi tu nous reparles de Maurice Agnelet. Oui, Maurice Agnelet, puisque sa maison, je ne sais pas si tu étais au courant, il a une maison à Chambéry, en tout cas il avait une maison à Chambéry et donc cette maison est mise aux enchères. Je rappelle à Maurice Agnelet, c'est cet avocat condamné en 2014 à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Agnès Leroux, son ancienne maîtresse, héritière du casino Le Pays de la Méditerranée du côté de Nice. Et ce sont d'ailleurs les héritiers d'Agnès Leroux, dont je rappelle le corps n'a jamais été retrouvé, qui sont à l'origine de cette saisie judiciaire. La maison fait 147 mètres carrés, elle est située dans le quartier très prisé de Montgé à Chambéry. La mise aux enchères publiques est prévue le 10 juillet prochain avec une mise à prix de 65 000 €. Ah, ça fait rêver. Puis on va s'intéresser un petit coup d'œil quand même, un clin d'œil même à la Mannschaft. Oui, la Mannschaft, l'équipe nationale allemande éliminée hier après sa défaite contre la Corée du Sud. Et c'est le community manager des Contamines Montjoie qui s'en est réjoui, puisqu'on voit ce petit tweet qu'il a posté ce matin, ce jeudi matin, avec un petit commentaire. Il propose tout simplement à l'équipe de Russie un petit photomontage. On voit le défenseur Mats Hummels et le milieu de terrain Mesut Özil qui ont l'air accablés sur un chemin de traverse dans la vallée des Contamines Montjoie. Et le community manager leur propose une petite plage de repos, une grande respiration dans la réserve naturelle. Pas sûr que ça suffise aux Allemands pour avaler leur déception. Merci beaucoup. Je t'ai pas oublié, puisque toi, on va rester dans le foot, rester dans cette Coupe du Monde, avec un nouveau sport, pas très heureux, on va dire, tenter d'embrasser une journaliste en plein duplex TV. Bah, c'est ça, pendant qu'on est entre mecs, on en profite, les femmes nous ont lâchés, sauf Camille en régie, bien entendu. Donc on va parler football, on va parler Coupe du Monde, et pourquoi pas parler un petit peu de machisme. Et pour ça, on va regarder une petite vidéo du live, justement, de la journaliste brésilienne Julia Guimaraes, qui, il y a quelques jours, à l'occasion d'un match de la Coupe du Monde, a fait cette petite incartade en direct. On regarde. Don't do this. Never do this again, okay? I'm sorry. Don't do this. I don't allow you to do that. Never. Okay? This is not polite. This is not right. Never do this. Allumer, remettre en place le jeune homme, car si pour certains c'est un vrai truisme de dire que cette petite preuve d'amour pouvait unir deux peuples que tout oppose normalement, mais pour d'autres c'est bel et bien une énième agression sexuelle à l'encontre de la gente féminine et qui plus est des femmes dans les médias. Et ce ne sont pas nos chers collègues Olivia et Fanette qui diront le contraire, qui ont l'habitude de ce genre de pratique. Cette vidéo qui est devenue virale a d'ailleurs fait ressurgir une vieille campagne en ligne des journalistes brésiliennes qui date de mars dernier où de nombreuses brésiliennes témoigne justement de ce genre d'agression qui se multiplie malheureusement aux quatre coins de la planète. Je ne sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait. Moi non plus. Ouais, non, ça demande, ça dépend de la fille. Des nouvelles d'une marmotte citadine qui se balade dans les rues de la commune nouvelle. Ouais, une histoire beaucoup plus mignonne quand même. Pour finir avec justement celle d'une petite marmotte orpheline qui donc début mai avait débarqué on ne sait trop comment dans les rues d'Annecy et après des semaines d'errance, le rongeur s'est retrouvé à Sénaux et après plusieurs jours de traque, ce sont les agents de l'ONCFS qui ont réussi à l'attraper et à la relâcher dans le massif des Bauges. Pourtant, le mystère reste entier. Comment a-t-elle débarqué à Annecy sans
centre. Les premiers éléments diraient que la marmotte a pu se réfugier dans un bloc moteur d'un randonneur annécien, de monter un petit peu au chaud dans la voiture et de se faire prendre en autostop finalement jusqu'au centre-ville. C'est de super bon augure pour le covoiturage. Moi j'adore, c'est en interespèce. Merci Manu. Merci beaucoup Seb, on se revoit tout à l'heure peut-être au rappel des titres, sinon c'est dans une demi-heure pour le JT et j'accueille tout de suite notre premier invité, notre invité du jour. Bernard Delay, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil scientifique du Parc national de la Vanoise. Vous êtes écologue avant tout, j'ai envie de dire. Et avec vous, justement, on va parler alors d'un thème un peu sombre pour les néophytes. Moi, on m'avait dit les dimensions patrimoniales du territoire vanoise et son inscription à l'échelle alpine dans le réseau des parcs nationaux français. C'est un peu long, c'est un petit peu pompeux, mais on va reprendre chaque... Vous me donnez 2 émissions d'1 heure. C'est à peu près ça. Non, vous avez 10 minutes et on va commencer avec le patrimoine. Parce que c'est vrai que quand on pense au patrimoine, il y a tout le patrimoine bâti, tout le patrimoine culturel, mais il y a aussi tout le patrimoine biologique qui est vraiment chez lui, en Vanoise. Voilà. Alors, effectivement, patrimoine, c'est patrimoine naturel. La Vanoise, alors, au départ, elle a été créée pour protéger les bouquetins. On rappelle en 1963. En 1963, il y en avait, paraît-il, 60. Il y en aurait de l'ordre de 1600 aujourd'hui, ce qui est quand même une belle réussite. Ça va dans le bon sens. Et ensuite, il y a les chamois, il y a plus d'1 millier d'espèces végétales, dont 300 considérées comme tout à fait remarquables. C'est un site exceptionnel, mais dans lequel il faut faire aujourd'hui collaborer justement la nature et puis l'humain. Ouais. Alors on peut comme ça donner des énumérations. En fait, l'intérêt de la Vanoise, c'est que c'est un site dans lequel l'humain est présent, sauf peut-être dans les très hautes altitudes, encore il y va. Mais la Vanoise telle qu'elle est, c'est à la fois la nature sans l'homme, mais c'est surtout la nature avec l'humain, et beaucoup de choses qu'on a en Vanoise sont liées à l'action humaine. Et aujourd'hui, même dans le cœur, qui n'est pas habité, il y a quand même beaucoup d'humains qui ont des activités, surtout évidemment l'été, mais également l'hiver. En particulier, il y a tous les éleveurs, mais il y a aussi les accompagnateurs de montagne, les guides, les gardiens de refuge. Donc tout ça, ça fait une population. Et puis vous avez ce qu'on appelle, on en reparlera peut-être tout à l'heure, la zone d'adhésion. Et là, c'est toute la vie qui s'organise autour de ce cœur de la Vanoise. Et il faut une relation importante entre les deux. Alors on a justement beaucoup parlé ces derniers mois de cette fameuse charte d'adhésion de cette zone cœur de parc et de la zone d'adhésion autour. Aujourd'hui, est-ce que concrètement les hommes arrivent à vivre avec la nature et pas forcément dans la nature seulement? Alors les hommes, les humains, parce qu'il y a aussi les femmes. Avec un grand H. Vivent dans la nature. Bien sûr, il y a des constructions. Il construit son propre environnement, mais son propre environnement, il est dans la nature quand même, parce qu'il est dans une interrelation. Il a besoin de la nature, ne serait-ce que pour son équilibre normal. Et d'autre part, on ne protège la nature qu'avec les humains, et pas contre. Et en Vanoise, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, parce que la Vanoise est un territoire qui est très pénétré. Si on prend le cœur, j'en ai parlé tout à l'heure, mais alors si on prend la zone dite d'adhésion, à ce moment-là, il y a tout un tas d'activités. Tout le monde connaît le ski, mais il y a tout un tas d'autres activités. Donc voilà, donc la Vanoise, c'est un territoire vivant à cause de toutes les espèces vivantes qui sont, mais aussi des humains qui y vivent. Alors c'est un territoire d'exception, on le disait, qui a de nombreuses particularités, au-delà d'être le premier parc national français historique. Il a aussi cette proximité avec l'Italie et le parc national du Grand Paradis, côté italien, avec qui j'imagine que vous faites un travail qui est vraiment en commun. Voilà. Alors, ça ne fait qu'un. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau des comptages, de la dynamique des différentes populations, que ce soit les bouquetins ou les chamois, puisqu'ils courent beaucoup, mais aussi tous les oiseaux. Donc tout ça, ça fait un.
Il y a des travaux qui sont faits, par exemple, pour faire circuler les gens entre les deux, en améliorant les refuges, par exemple, en améliorant les sentiers, mais également, il commence à y avoir des travaux scientifiques. Alors, en tant que président du conseil scientifique, personnellement, je souhaite qu'on ait une action maintenant pour développer encore plus ces travaux scientifiques en commun, parce que finalement, les deux parcs se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Et c'est ça qui est intéressant. Ils se complètent. Alors pourtant, on a l'impression, en tant que néophyte, que les problématiques sont les mêmes. Il y a une frontière, Oui. certes, entre les Oui. deux, mais ça reste une zone alpine, protégée, Oui. et avec à peu près les mêmes populations et la même faune et flore. Voilà, c'est là qu'ils se complètent. Et quelles sont les actions, justement, qui sont menées aujourd'hui par ces deux mêmes entités? Alors, les actions, c'est surtout des actions de circulation entre les deux parcs, et d'autre part, des actions vis-à-vis des espèces qui occupent les deux versants. Il y a les oiseaux, il y a les bouquetins, il y a les chamois, essentiellement. Voilà. Alors, dans les Alpes françaises, en tout cas, aujourd'hui, il y a 3 parcs nationaux. Oui. Est-ce que vous arrivez aussi à échanger, à travailler les uns avec les autres dans le cadre des 10 parcs nationaux français aujourd'hui? Oui, on travaille dans le cadre des 10 parcs nationaux français parce qu'ils sont rattachés à cette nouveauté qui est l'Agence française pour la biodiversité. Et il y a là-dedans un groupe, une commission scientifique qui regroupe tous les présidents de conseils scientifiques de ces parcs. Et effectivement, on travaille ensemble avec des éléments communs. En particulier, comment est-ce qu'on va concilier les activités humaines et la protection de la nature, par exemple. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population à l'intérêt de cette nature et à l'intérêt de la protéger et de la connaître surtout. Il y a tout le côté connaissance. Et en particulier, tous ces parcs nationaux font un gros effort, et la Vanoise peut-être encore plus que les autres, pour que le parc devienne un territoire de recherche. C'est-à-dire qu'il attire les chercheurs de partout, hein, français mais du monde entier, pour travailler sur des sujets bien particuliers. C'est le cas aujourd'hui? Comment? C'est le cas aujourd'hui? Ah, c'est le cas. C'est le cas. La Vanoise déjà attire beaucoup. Il est certain qu'on a à proximité Chambéry, Grenoble, qui sont sur le plan de l'écologie. Alors quand je parle d'écologie, c'est au sens large. Hein, vous savez, l'écologie, c'est la biologie, c'est les sciences de la terre, c'est les sciences humaines et sociales, c'est la chimie. Donc c'est tout ça l'écologie. Et il y a effectivement des travaux qui se font sur le parc de la Vanoise, en particulier sur cet intérêt des relations entre l'humain et la nature. Alors justement, dernière petite question, est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que le parc soit sous le microscope de tous les chercheurs depuis plus de 50, 60 ans même, oui, il reste beaucoup de choses à découvrir? Vous savez, en recherche, on n'a jamais fini. Et en particulier aujourd'hui, on lance tout un travail et qui va devoir être rapidement fait sur le problème du dérangement de la faune l'hiver. On pense au tétra, voilà. On passe à tout ça. Quels sont les effets réels? On en connaît beaucoup, hein, mais il faut aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses? La recherche dans les parcs, il n'y a pas de recherche fondamentale et appliquée. C'est une recherche que j'appellerais impliquée sur une question particulière en essayant de la résoudre jusqu'aux aspects très pratiques pour résoudre cette question. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup, Bernard Delay, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir notre prochain invité, Armelle Véju. Armelle Véju, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice territoriale Savoie-Mont-Blanc de Action Logement. Alors, question bête et méchante. Action Logement, qu'est-ce que c'est? Alors, Action Logement, c'est un groupe national paritaire qui s'occupe du logement des salariés, qui gère les fonds des employeurs. Les employeurs cotisent en fait pour faciliter le logement de leurs salariés. Donc c'est ce qu'on appelle communément le 1% logement, voilà, depuis très longtemps. Alors c'est quand même, c'est pas un collectif, c'est vraiment un service. Alors oui, notre objectif c'est de rendre des services aux employeurs et aux salariés pour trouver des logements, pour mieux se loger, pour changer de logement, tout au long du parcours résidentiel d'un salarié.
Et ça, pour le coup, il y a pas mal d'ancienneté, pas mal d'historique. Ça fait longtemps que vous êtes implanté en France. Ça fait longtemps qu'on est implanté. Vous devez nous connaître sous le nom d'Amalia, du SILS auparavant ou d'Entreprise Habitat sur la Savoie. On est implanté depuis longtemps et aujourd'hui, on est organisé régionalement et on a 2 équipes, une équipe à Annecy et une équipe au Bourget-du-Lac qui sont là au plus près des entreprises et des salariés et des collectivités pour rendre un maximum de services. Alors, ces services, concrètement, ça passe par quoi ? Alors ces services, ils peuvent être à la fois relevés de la location, le salarié qui cherche une location, qui a besoin d'aide financière pour accéder à une location. Ça peut être également des aides pour l'accession à la propriété de sa résidence principale ou pour y faire des travaux. Ça peut être également des aides quand on a une mobilité professionnelle et qu'on doit trouver un nouveau logement. Et puis enfin, on aide aussi les personnes qui connaissent des accidents de la vie et qui du coup rencontrent des difficultés pour payer leur loyer. Ou pour, par exemple, faire face à l'emprunt qu'ils ont contracté pour leur résidence principale. Alors là, concrètement, ça s'adresse aux salariés des entreprises qui ont au minimum 20 salariés, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, on va rendre service en priorité aux salariés des entreprises qui cotisent, donc de 20 salariés plus, mais on a aussi des aides qui s'adressent à un public plus large. Et c'est nouveau, en fait, Action Logement accompagne beaucoup les jeunes, notamment avec un nouveau dispositif qui s'appelle Visal. Alors justement, ce dispositif, il y a plusieurs actions, notamment innovantes, et notamment en Savoie et en Haute-Savoie, avec des cas particuliers qu'on peut connaître dans nos départements, vraiment des problématiques, à commencer par les saisonniers. Alors pour les saisonniers, effectivement, nos 2 départements sont très concernés par ce type d'emploi. Et effectivement, il y a eu depuis longtemps du développement de logements pour les saisonniers, en particulier en Tarentaise. Mais on se rend compte aujourd'hui que les capacités ne sont pas toujours au rendez-vous et que c'est un vrai frein pour les employeurs pour recruter des saisonniers avec des compétences à niveau, de ne pas pouvoir leur proposer une solution logement. Donc là, on est en train de faire une étude sur la Haute-Savoie en particulier pour voir où sont ces besoins, quels sont-ils et pouvoir y répondre. Soit en finançant par exemple des nouvelles résidences pour saisonniers ou bien alors peut-être en allant chercher des logements privés pour lesquels finalement les propriétaires aujourd'hui n'arrivent pas à louer sur le marché touristique et seraient peut-être très contents d'avoir des locataires saisonniers sur une durée plus longue, moyennant une certaine sécurisation qu'Action Logement pourra apporter. Alors comment on vous contacte ? Alors comment on nous contacte ? On nous contacte en venant à Annecy ou au Bourget-du-Lac. On trouve tout un tas d'informations sur actionlogement.fr et également sur visal.fr. Qui est la nouvelle aide, c'est une garantie que l'on apporte dans le parc privé. Donc pour tout propriétaire privé, on apporte une garantie de loyer gratuite dès lors qu'il s'engage à prendre des locataires que nous, on aura quelque part certifiés et pour lesquels on va couvrir pendant toute la durée du bail. En cas d'impayé de loyer, Action Logement interviendra pour payer le loyer à la place du locataire. C'est valable pour les jeunes de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation, et c'est valable pour les plus de 30 ans, dès lors qu'ils viennent de trouver un emploi, qu'ils viennent de prendre un emploi. On s'adresse vraiment aux gens qui aujourd'hui rencontrent encore plus de difficultés, je dirais, que les autres pour trouver un logement dans nos secteurs qui sont, on connaît certains secteurs qui sont particulièrement tendus sur les 2 Savoies. Justement, j'ai envie de dire, votre service, il s'adresse presque à tout un chacun. Comment on arrive à faire le tri, à certifier certains salariés plus que d'autres ? C'est notre travail. C'est effectivement, on va examiner en se connectant sur visal.fr. La personne va savoir assez vite si elle est éligible ou pas au dispositif, tout simplement. Et en 48 heures, on va pouvoir lui dire, oui, vous êtes éligible, vous allez pouvoir aller chercher un logement. Et nous, on se portera garant si le propriétaire est d'accord pour vous prendre. Ça fait quand même pas mal de données à interpréter et j'imagine que ça se bouscule au portillon devant les portes. Je pense qu'on a encore la capacité d'en accueillir beaucoup plus et c'est vraiment notre objectif de développer cette aide sur tous les départements parce qu'on se rend compte aujourd'hui effectivement que dès lors qu'on n'a pas de garant, on est dans des pays comme les nôtres où l'offre locative est assez insuffisante. Et c'est vrai qu'on ne présente pas toujours les bonnes garanties pour un propriétaire. Donc on est vraiment là pour aider ces salariés-là, ces jeunes-là, pour être sûr que le propriétaire ne va pas se trouver avec des impayés de loyer plus tard et du coup ne va pas choisir ce candidat-là, tout simplement. C'est vrai qu'Action Logement, même sous ces anciennes formules, c'est plus de 60 ans presque d'histoire, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes très professionnel dans ce que vous faites. C'est peut-être la communication qui vous manque un peu ? C'est vrai qu'on a besoin de se faire connaître encore plus. Alors on est très présent auprès des entreprises qui sont adhérentes à Action Logement.
On est présent également, par exemple, sur les forums de l'alternance, les forums emploi. On travaille de plus en plus avec Pôle emploi, par exemple. On essaye également on est présent auprès des collectivités territoriales parce qu'elles s'emparent vraiment de ce sujet du logement de leurs administrés et particulièrement des salariés sur leur territoire. Et puis c'est à travers des émissions comme la vôtre qu'on peut aussi mieux se faire connaître et puis indiquer aux gens qu'ils peuvent nous trouver à différents endroits, notamment nos sites internet. Et ben voilà, le message est passé. Voilà. Merci beaucoup à Armelle Béjut d'avoir été avec nous Merci aujourd'hui. de votre invitation. Bon courage pour la suite. Je vous laisse repartir en régie pour Merci. juste accueillir notre dernier invité. Et à bientôt. Et Clara Burgère avec nous tout de suite. Bonjour Clara. Bonjour, Merci d'être avec nous. c'est un plaisir. Vous êtes une jeune entrepreneuse, 26 ans, C'est ça. si j'ai bien vérifié mes sources, et vous avez créé il n'y a pas longtemps votre entreprise Weeding. Weeding, tout à fait. Alors expliquez-moi un petit peu le concept déjà. Alors le concept, c'est un concept relativement nouveau en France, d'organisation de mariage qu'on appelle wedding planner aux États-Unis. C'est arrivé en France dans les années 2007-2010, et là on voit vraiment un très bel essor du métier. Donc voilà, moi je me situe à Chambéry, et je couvre la Savoie, l'Haute-Savoie et l'Isère. Ok. Ça fait déjà pas mal. J'imagine bien que ça doit faire pas mal de clients. D'ailleurs, la saison de rush a commencé. La saison a commencé, oui, depuis le premier mariage, c'était le 5 mai cette année. Donc ça part très bien. Alors comment ça se passe? C'est un service all-inclusive? Vous pensez à tous les mariés s'occupent de rien ou... Non, du tout. Justement, le concept, c'est de s'adapter en fonction des différents couples, en fait. L'idée, c'est pas de réaliser des choses que les mariés ont, eux, envie de réaliser. L'idée, c'est d'être là, comme des petites mains derrière, qui allons faire du sur-mesure et réaliser des tâches bien précises. Donc maintenant, bien sûr, on peut réaliser un mariage de A à Z, comme on entend souvent. Mais de A à Z, il restera quand même une partie à la charge des futurs mariés. Toute la partie cérémonie religieuse, toute la partie plan de table qu'on ne peut pas réaliser pour eux. Mais maintenant, c'est vrai qu'on va rechercher le lieu, l'ensemble des prestataires, on va les accompagner sur les visites, on va s'occuper de la décoration, des faire-part et de pas mal de choses en fait. C'est un accompagnement qui peut commencer 1 an et demi à l'avance, Ah oui. donc c'est pas mal. Et justement, c'était ma prochaine question. Combien de temps ça fait à peu près pour organiser un mariage Ça va dépendre, j'ai envie de dire. Si je rencontre des futurs clients sur le salon du mariage au mois de novembre et qui se marient l'année d'après, là on va être sur une période de 8-9 mois. Ça va dépendre, surtout que maintenant on a beaucoup de mariages qui se situent dans la saison d'automne. Donc finalement, ça peut être 1 an et demi, ça peut être 8 mois, ça peut être 6 mois. On peut m'appeler 2 mois à l'avance pour une prestation jour J. Vraiment, il n'y a pas de règle. Ça doit faire un petit peu de pression de se voir confier l'événement le plus important d'une vie. Très grande pression, c'est normal. Vous rencontrez que des clients qui sont en mode surstress du coup. C'est vrai que la plupart de mes clients sont un peu angoissés, sont un peu stressés. Il y a beaucoup d'appréhension. On ne s'est jamais marié, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Donc c'est vrai qu'il y a un stress. Après, ça ne fait pas de mes clients des angoissés plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a un gros stress derrière qui est généré, surtout que chaque mariage est différent, dans des lieux différents, avec des temps de route entre l'église, la mairie, le lieu de réception. Donc ça fait pas mal en fait. Il y a beaucoup de choses, logistiquement parlant, qui se rajoutent et qui créent un stress. Et derrière, il y a surtout la famille, toute l'atmosphère de la famille, qui là aussi peut générer un stress pour les futurs mariés. Et pour qui vous se alors sentent le besoin d'être accompagnés. Pour vous, c'est quoi le plus gros stress? C'est la future mariée ou c'est la belle-mère du coup? Non, j'ai pas encore eu vraiment affaire à la famille proche. On a vraiment affaire aux futurs mariés. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment... déjà, on se mariait plus jeune. On se mariait vraiment plus jeune. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 34 ans pour une femme. Donc à 34 ans, on a déjà la plupart du temps construit sa vie de famille. Souvent, voilà, mes clients des enfants, 5 enfants, 2 enfants, 3 enfants, une maison. Donc voilà, les parents et les relatifs proches sont vraiment un peu plus en retrait de la vie de leurs enfants, filles ou fils. Et donc c'est vrai qu'eux-mêmes, parfois, me disent merci d'être là parce que j'ai envie d'arriver comme une invitée. D'où le slogan de Wedding qui est vraiment devenez l'invité de votre mariage. C'est vraiment ça le principe. Je vois une alliance à votre doigt. Vous êtes mariée? Oui. Vous avez organisé vous-même votre mariage? Et alors, comment ça s'est passé? Il y a eu des imprévus. C'est-à-dire? Alors les imprévus, on s'est marié au château des Comtes de Châles.
Je ne saurais même pas dire lesquelles, déjà il a plu. Le seul week-end du mois de juin, il a plu. Donc forcément, tout s'est déroulé un peu plus vite. Donc ça, c'est une variable qui est à prendre en compte. Quand il fait beau, on traîne un peu plus, on prend l'apéro, on est plus tranquille. Quand il pleut, tout le monde se met à courir, s'abrite, tout le monde part un petit peu à la volo, c'est un petit peu difficile de rassembler le monde. Mais c'était un moment de bonheur, j'ai essayé de profiter un maximum, on va dire. Et alors, c'est la même pour les clients? Les imprévus sont légion? J'espère. Oui, les imprévus, oui. Comme le week-end dernier, on a eu pas mal d'imprévus. La veste du marié à recoudre, on a eu la robe de la mariée qui s'est défaite, le bouquet, repasser la chemise du marié, lui mettre son nœud papillon, voilà, parce qu'il a changé de chemise à la dernière minute. Voilà, pas mal de petites choses. On se sent vraiment faut pas utile. être sujet aux ulcères, du coup. Non. Non, il faut rester calme, je pense. Il faut rester calme. Tout le monde est stressé de nature. On ne peut pas dire qu'une organisatrice est moins stressée qu'une autre. Hein. On est tous des humains, entre guillemets. On a tous des pics d'adrénaline, surtout quand on voit le timing. Mais ça se gère. Il faut rester calme. C'est clair que si on ne reste pas calme face aux futurs mariés, ça ne va pas les rassurer non plus. C'est sûr. Donc voilà. Aujourd'hui, ça arrive qu'il y ait des gens qui aient des demandes insolites totalement, qui sortent un peu de vos contacts ou peut-être de votre zone de confort d'organisatrice? Des demandes insolites, non. Je sais pas, demain je vous contacte, je me dis je veux me marier dans plein ciel sur un dirigeable ou sur... Comment vous Alors faites? j'imagine que je vais trouver le prestataire, que le prestataire déjà qui loue les montgolfières va pas mal m'indiquer, va pas mal m'apprendre aussi le fonctionnement, parce que bon, moi je suis pas technicienne dans chaque métier. Une fois ça fait, j'imagine que je vais présenter ça à la mariée, et si là elle est toujours d'attaque à se marier dans les airs, pourquoi pas, hein. Après c'est des contacts, il n'y a pas forcément de mariage vraiment, en tout cas pas encore, j'espère. J'ai vu que vous avez fait vos études au Canada. C'est de là-bas que vous avez ramené cette idée? Oui, j'ai fait mes études à Chicoutimi dans le nord du Québec. Donc j'ai fait un bachelor en événementiel. Non, c'est pas forcément de là-bas que j'ai ramené cette idée-là. C'est vraiment une étude que j'ai faite dès mon retour sur la Savoie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de wedding planners en Haute-Savoie. Moi, j'ai la chance d'être née à Chambéry et d'y vivre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas s'installer dans ma région. Eh ben, c'est un très beau projet. Merci. Merci beaucoup Clara d'avoir été avec nous Merci, aujourd'hui. c'est gentil. Bon courage pour la suite Merci beaucoup. et pour la saison qui s'annonce, j'espère, chargée. Oui, surtout sur le mois de septembre et octobre. Mais oui, on prépare déjà l'année prochaine. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Je voulais repartir en direction de la régie pour accueillir une autre fois Sébastien Germain, notre Seb, qui d'ici quelques minutes va officier pour le JT. Et avec toi, on va voir les titres du jour et on va parler d'un procès à Chambéry. Oui, un procès que tu as suivi. Tu étais ce matin du côté de Chambéry pour le verdict, le jugement de ce procès qui a lieu il y a un mois. On rappelle les faits. 17 septembre dernier, un chasseur suisse qui abat 4 ânes lors d'une partie de chasse du côté d'Arines dans les Bauges. Un verdict qui n'a pas satisfait du tout la plaignante et son avocate. On va les écouter. Et ensuite, on part en montagne pour une belle idée. Hein. Oui, le Google Tracker, la CCPMB, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc et Google se sont associés pour capturer numériquement des sentiers de randonnée dans le Mont-Blanc afin de donner des pistes à ceux qui veulent partir en randonnée. Et c'est Guillaume Lesquer qui va nous raconter un petit peu tout cela. On a hâte de voir ça, c'est dans quelques minutes. Accès Direct, c'est déjà terminé. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas le JT dans quelques minutes, présenté par Sébastien Germain. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur 8 Mont Blanc.